Karine Le Marchand veut que vous arrêtiez de manger de la merde. Et si les agriculteurs sont dans cette situation aujourd'hui, c'est en partie de votre faute parce que vous achetez n'importe quoi. Achetez de la qualité et le monde agricole ira beaucoup mieux. Donc évidemment, on aimerait tous acheter de la qualité et arrêter de manger de la merde. Le problème, Karine, c'est que c'est pas si facile. Vous l'avez certainement vu passer cette séquence si vous êtes sur les réseaux, puis même dans certains zappings où certaines émissions l'ont repris, où on voit Karine Le Marchand qui s'est rendue sur un blocage proche de Paris pour discuter avec les agriculteurs, les éleveurs, les céréaliers, tout ça. Elle a fait un petit discours sur place, elle a évidemment encouragé les agriculteurs dans leur lutte, on va voir la séquence après, mais son intervention de dire il faudrait que les gens arrêtent de manger de la merde note bien tout le décalage qu'il y a entre la réalité des gens et je pense son propre quotidien à elle. Donc la séquence en question, elle est ici, on va regarder ça ensemble. Et vous avez des représentants ici, des boulangers qui sont venus, des restaurateurs qui sont ici. Je ne vous connais pas, bonjour. Eh ben, on va saluer. Vous avez aussi Nicolas Chavannes que j'ai vu qui représente 16 millions de consommateurs. Et je pense aussi que les consommateurs peuvent changer la donne. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter de la merde. Voilà. Merci. Merci. Alors, Madame Le Marchand. Donc voilà, après, elle va discuter un petit peu, elle va échanger un petit peu avec eux, puis on va apprendre qu'elle connaît pas le nom du président de la FNSEA. Et pour elle, c'est un petit peu en décalage, puisque normalement, elle est affiliée publiquement au monde agricole, et donc ne pas connaître le président de la FNSEA, qui est le plus gros syndicat agricole, bah c'est quand même quelque chose de gênant pour elle. Nous, on le connaît pas non plus, mais par contre, on connaît le pouvoir de la FNSEA, et on connaît l'influence de la FNSEA dans le monde agricole et dans le monde politique. Ça, on est au courant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle nous dit ça, Karine Le Marchand? Les agriculteurs ont des problèmes d'approvisionnement, ils ont des problèmes de revenus, ils ont des problèmes de production, ils ont tout un tas de problèmes, et bah en fait, quelque part, le consommateur est aussi responsable. Alors le consommateur, c'est bien parce que c'est une figure très abstraite, le consommateur. Le consommateur, ça représente toute l'échelle sociale. Enfin, tous ceux qui ont un revenu régulier et qui peuvent consommer de manière quotidienne. Mais dans le consommateur, bah, il y a les consommateurs qui peuvent, c'est pas moi, 2 restos dans la même journée, c'est plusieurs fois par semaine. Et puis, t'as le consommateur qui se prive pendant des semaines, voire plus, pour ne serait-ce que se payer une fois de temps en temps une brasserie, un truc simple, et pas forcément de la grande nourriture. Donc déjà, le fait de rejeter en partie la colère agricole sur le comportement des consommateurs, moi je trouve ça un petit peu facile. Et évidemment, si les consommateurs, tu leur proposais que des produits de qualité avec des revenus qui suivaient, je pense que tout le monde mangerait mieux. Par principe, il y a personne qui se prive de bonne nourriture s'il peut y avoir accès. Donc de dire que c'est la faute des consommateurs, c'est un peu facile, quoi. Voyons ça, puisque c'est la faute des consommateurs, il y a peut-être une raison pour laquelle c'est la faute des consommateurs en partie. Sachez que le revenu moyen, le revenu médian en France, je crois qu'il est autour de 1700-1800 euros, le revenu médian. C'est-à-dire quelque chose qui est relativement limitant en termes de qualité de nourriture. Donc il y avait quelque chose qui était sorti, c'était sur le salaire de Karine Le Marchand, pour dire le décalage qu'il peut y avoir entre sa façon à elle de consommer, enfin la capacité qu'elle a de consommer et la capacité qu'ont la plupart des gens à consommer. Je crois que ça tournait autour de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par épisode. Voilà. Si la présentatrice avait avoué gagner autour de 30 000 euros, des révélations venues du plateau de TPMP lors de l'émission de 2022 peuvent laisser penser que l'animatrice toucherait beaucoup plus que ça. En effet, à en croire le chroniqueur Guillaume Janton, elle toucherait 15 000 euros pour chacun des primes de L'amour est dans le pré. Il y en a 10, pourrait en toucher jusqu'à 150 000 euros. Donc, effectivement, c'est énorme. 15 000 euros, c'est énorme pour cette émission. Et puis, faut pas se mentir. Quand tu participes à ce genre d'émission, en tant qu'employé sur ce genre de tournage, je pense qu'il y a quand même une très très grosse part des frais qui sont pris par le groupe, qui sont pris par l'entreprise. C'est-à-dire que non seulement tu gagnes très bien, mais en plus beaucoup de choses que tu vas consommer, des frais que tu vas avoir sur place, c'est peut-être même pas toi qui vas les payer. C'est comme des représentants de certaines sociétés quand ils font du représentant en entreprise en B2B, ils vont aller à l'hôtel, ils vont aller au resto, mais ça va leur être remboursé. Donc non seulement tu gagnes entre 15 et 30 000 euros et en plus tu te fais défrayer la plupart de tes trucs, ça permet quand même, une fois que quand tu veux toi t'acheter à manger, de pouvoir acheter des pièces de viande à 70 euros le kilo, ou parce que l'animal a été bien traité, bien nourri. Mais la plupart des gens, ils vont manger des grignottes de poulet industrielles qu'on trouve en sachet de 5, quoi. Donc c'est ça la viande pour la plupart des gens. C'est ce type-là de viande que la plupart des gens
accèdent. Donc déjà, on voit le décalage un peu entre cette sortie qu'elle a pu dire et la réalité de la plupart des gens. Ensuite, bon, alors ça c'est une manière de dépolitiser le débat, parce que de dire que c'est la faute du consommateur, il y a tout un ensemble de facteurs, mais effectivement de dire que c'est la faute du consommateur, enfin c'est pas suffisant. Le consommateur, s'il avait le choix, il ferait mieux. Et Karine Le Marchand, c'est aussi quelqu'un qui, bon, elle est dans le spectacle, elle est dans l'entertainment. La politique, par exemple, Une ambition intime, pour moi c'est une émission qui dépolitise la vie politique, qui dépolitise les Français. Pourquoi? Parce que on a des interviews de personnalités politiques, en plus des personnalités connues, donc bon, des gens qui ont déjà un temps de parole immense, qui en font généralement pas grand chose, ou à part que ça crée du buzz, mais ça en fait pas grand chose, ça fait pas voter plus les gens. Et en plus là c'est en mode oui alors racontez-nous votre vie, votre passé, machin. C'est pas intéressant. Enfin je veux dire, ce genre d'émission vous dépolitise. Si vous voulez regarder des émissions où il y a un politique qui est interviewé et les questions elles sont vraiment cossues en mode alors qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus de carburant dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire si la moitié de notre souveraineté alimentaire elle dépend de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on va faire si les États-Unis enclenchent une guerre avec un pays pas trop loin de la France et que l'OTAN demande à être engagé, comment ça se passe? Vous voyez, des vraies questions, de vraies politiques. C'est tout le contraire de ça, quoi. Donc en fait, en plus de La Moi dans le Pré, elle a ce genre d'émission qu'elle produit, je crois, et dans laquelle elle est présentatrice. Enfin, elle a des revenus qui sont conséquents. C'est une millionnaire minimum. Donc, rejeter encore une fois la faute sur le consommateur, moi, ça me gêne énormément. On va voir encore autre chose après. Moi, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais franchement, pour moi, c'est important de s'en rendre compte en fait, de pas se laisser endormir par ce genre de sortie, quoi. Parce que c'est ça en fait qui tue aussi l'esprit politique, c'est ça qui tue aussi la compréhension des enjeux en général. Donc on a vu son salaire, il serait intéressant de se poser la question de son parcours, parce que c'est intéressant de savoir si Karine Le Marchand est issue d'une classe plutôt aisée ou si au contraire c'est un petit exemple de méritocratie, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire par son travail, par sa pugnacité, elle a pu s'élever à un certain niveau. Donc, Karine M. Fayot-Courera, dite Karine Le Marchand, en 68 à Nancy, est une animatrice de télévision et actrice française. Donc, je vous laisserai lire tout ça, mais en gros, ses parents se sont séparés, donc elle a vécu une grande partie de sa vie sans son père. Elle a commencé, à Paris en tant que mannequin. Elle débute à la radio sur RMC, on lui propose de faire de la télévision. Donc, mannequin. De ce mannequinat, elle a commencé à travailler dans un média, et de là, quelqu'un lui a proposé de faire de la télévision. C'est-à-dire que c'était peut-être pas son objectif. Ça serait intéressant de le savoir si c'était son objectif ou non, mais en tout cas, quelqu'un s'est dit qu'elle était suffisamment télégénique pour passer à la télé. Et là, c'est intéressant, regardez bien. Elle choisit le pseudonyme de Le Marchand, entre parenthèses son compagnon de l'époque, quelques minutes avant le début de sa première émission en direct, sous la pression du directeur des programmes. Là, il y en a qui pourraient parler de racisme structurel ou racisme systémique. Parce qu'en fait, quand tu as une présentatrice qui a une peau un peu mate, elle a un nom qui fait pas français. Donc elle a un nom qui fait pas français, et là, sous la pression du directeur des programmes, elle doit choisir un pseudonyme. Et elle prend un nom, voilà, qui passe partout, un nom français qui passe partout. C'est une anecdote sur ce que peut être le racisme structurel ou le racisme systémique, parce que un nom qui ne fait pas français passe mal à la télévision. Aujourd'hui, je pense que si c'était la même chose aujourd'hui, ça passerait beaucoup mieux. Mais à l'époque, donc dans les années 80-90, on lui demande de changer son nom au moment de passer à la télé, juste avant de passer, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, c'est vraiment, on lui fait tout le parcours, et après on dit, tu commences en 30 secondes, mais vite, il faut trouver un pseudo. Tu vois, c'est fou quand même. Bon, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas né dans ce milieu-là, quoi. Elle y a travaillé, elle y a noué des contacts, et donc, elle s'est élevée. On peut dire qu'il y a une part de méritocratie un peu dans ce modèle-là. Une part de chance, d'autres diraient. Je le dirais qu'elle a une part de chance. Ensuite, par rapport au coût, donc les gens, s'ils arrêtaient d'acheter de la merde, bah voilà, le taux d'inflation en France de 91 à 2023. Regardez la courbe des 3 dernières années. On est passé... On a pris 5% d'inflation moyenne, et ça c'est la moyenne, parce que il y a des produits, ils ont pris 15%, 20%. Le carburant, il a pris des taxes. Enfin bref, c'est hallucinant, quoi. Il y a eu un bond exceptionnel, et c'est le plus haut niveau en 2022, depuis le début du graphique. Quand t'as ça de dépenses qui augmentent et que ton salaire et tes revenus ne suivent pas, bah tu t'appauvris. C'est le principe en fait. Et du coup, les gens se rabattent vers des choses moins qualitatives. Et c'est encore prouvé, on le verra après.
Quel effet de l'inflation sur la progression des salaires? Donc les salaires de base progressent moins vite que l'inflation et le SMIC. Là c'est un article, je vous le laisserai en description aussi, hein, c'est quels effets de l'inflation sur la progression actuelle des salaires en février 2023. Donc c'est pas trop vieux, hein, ça fait un an. Ça fait même un an et quelques jours pile. Donc on voit l'évolution de la courbe du SMIC horaire brut, mais dans l'ensemble, les autres salaires n'ont pas trop suivi. Donc là, ça commence à se faire. Mais pendant un an, il y a des gens, ils ont juste perdu du pouvoir d'achat. Avant, pour 50 €, t'avais un panier. Bah aujourd'hui, pour 50 €, t'as un demi-panier. Je viens de voir un truc de fou. Regardez, je tombe sur quoi? Genre, ils ont mis en plein milieu, comme ça donne envie aux gens de venir. Ouais, j'ai tombé, ils sont 6 € moins chers. La pancarte à elle-même, elle coûte 6 €. Et le monde va mal. Regarde, le caddie, il est même pas plein. Il y a 7 trucs. Oh là là. Le Kinder, il est à 6 €. Non mais c'est dingue, le monde va mal. Tu veux acheter de la viande? Moi maintenant j'achète de la viande qu'à moitié prix. Et c'est de la viande, une fois encore, c'est de la viande industrielle. Parce que c'est le seul accès à la viande qu'on a ici. On n'a pas la capacité d'aller faire 3/4 d'heure de route pour aller trouver un vendeur local, c'est pas possible. Puis même sur les marchés, tu peux aller sur des marchés des fois où chez le boucher, les prix sont beaucoup plus importants et tu peux pas suivre en fait. T'es obligé de faire des choix. Il y en a même qui se privent de viande carrément. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans Le Point qui est pas le journal le plus gauchiste de France. Donc ça date. C'est un Le Point qui date du 6 septembre 2023, donc ça fait 5 mois, 5-6 mois, c'est pas trop vieux. 72% des Français ont réduit leur consommation de viande. Plus d'un Français sur deux saute au moins un repas par jour, selon le baromètre annuel de la pauvreté du Secours populaire. Donc, quand il y a des gens qui disent c'est bon, on est en France, on meurt pas de faim, mais bien sûr qu'on meurt pas de faim, mais on n'est plus dans l'abondance. On n'est plus dans le truc en mode le frigo est rempli, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir, on sait pas. J'imagine aussi qu'il y a moins de gaspillage, hein, je l'espère quand même. Hein. Mais on en est là, quoi. En fait, on en est à une situation où t'as un Français sur deux qui saute un repas. Alors après, quand on peut dire sauter un repas, ça peut être le petit-déj, tu vois. Il y a peut-être des gens, le matin, ils prennent un café, un fruit ou un biscuit, puis ils prennent que le café. Mais par contre, si à midi, ils mangent moins, ou le soir, ils mangent des choses en plus petite quantité, c'est pas parce qu'il y a une réduction de la production. Hein. La production est toujours aussi importante. Mais en bout de chaîne, le pouvoir d'achat du consommateur, il est affaibli, largement. Et ça concerne 90% des Français, je pense 90% des travailleurs. Même ceux qui gagnent bien leur vie ont dû voir une nette différence entre leur pouvoir d'achat d'il y a 3 ou 4 ans et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Ils doivent le ressentir aussi, des gens qui ont des salaires assez importants. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Pauvreté, un Français sur 3 s'est déjà privé de repas faute de moyens, selon une étude. Pareil, 6 septembre 2023, donc c'est pas très vieux. L'inflation alimentaire qui dépasse les 11%, donc on était à 5,5 d'inflation générale, mais on est à 11% au niveau de l'alimentaire, donc ce qui est conséquent. Et donc près d'un Français sur deux se prive de viande ou de fruits et légumes frais, une augmentation des difficultés à prendre en charge les dépenses quotidiennes. Pour ceux qui ont la voiture, par exemple, pour aller travailler, comme c'était le cas des Gilets jaunes, tu vas claquer une partie de ta paye dans ce qui te sert à aller au travail. Ça devient impossible. Et après, tu dois faire des choix. Les restaurateurs, ils sont tous en train de gueuler. Oui, nos chiffres, ils sont en baisse. La fréquentation diminue. C'est terrible. Déjà, vous augmentez vos prix, vous diminuez vos portions. Et ensuite, bien sûr, le resto, c'est un luxe. C'est pas le restaurant. Le bon restaurant, c'est un luxe. Supermarché de la pauvreté. Face à ce constat, Jean Stelitano appelle les pouvoirs publics à agir en simplifiant notamment le recours aux aides sociales et en rétablissant le bouclier tarifaire sur l'énergie pour les plus précaires. Ce n'est plus le problème des associations humanitaires, là pour aider ponctuellement les personnes en difficulté. On est dans une problématique sociétale structurelle. Des salariés ne sont plus en capacité de vivre dignement. Tu vois, Karine? Des salariés ne sont plus en capacité de vivre dignement. Les agriculteurs sont des salariés déjà qui ne sont pas en capacité de vivre de leur travail, et les autres salariés sont pas en capacité de vivre dignement. Ils ne peuvent même plus se rabattre sur les enseignes de hard discount. Nous, associations, devenons les supermarchés de la pauvreté et nous n'avons plus la capacité de l'être. Donc il y a eu l'appel des Restos du Cœur, l'aide financière de l'État et tout, et bon, l'État, ça reste toujours nous, hein, donc ça reste toujours nos impôts, quoi qu'il en soit. L'État devrait avoir justement des programmes structurels pour ne pas avoir à faire ça. C'est pas le rôle de l'État d'aider les associations de la pauvreté. Déjà, les associations de la pauvreté, elles existent pour pallier à ce que l'État n'arrive pas à faire en termes d'emploi, en termes de redistribution des richesses. Donc si en plus l'État donne de l'argent à ces associations-là, ça devient ridicule, quoi. C'est terrible. 156 millions d'euros à l'aide alimentaire, dont 6 millions destinés au secours populaire, du palliatif, du saupoudrage, qu'il faudra sûrement renouveler l'année prochaine. Karine, merci de tes conseils, mais quand on gagne entre 15 et 30 000 euros
par émission et plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'année, impôts déduits peut-être après, hein, j'en sais rien. Mais quand on est aux alentours des 10 000 nets par mois, on peut pas demander aux consommateurs de dire d'arrêter d'acheter de la merde. Les gens font ce qu'ils peuvent. Les gens font ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Donc si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes et que vous souhaitez en voir d'autres, vous pouvez soutenir la chaîne, notamment en achetant le petit livret sur le pantouflage que j'ai écrit, qui est disponible sur Amazon Kindle. C'est moins de 3 € et ça vous permet d'avoir un regard neuf sur ce qu'est le pantouflage et les dangers qu'il représente pour nos démocraties. Vous avez également la possibilité, pour moins d'1 € d'apporter un soutien mensuel à la chaîne qui m'aide énormément. Et je vous dis à très bientôt.